Nous l'avons vu dans la précédente vidéo. Le développement de la psychologie positive s'est réalisé sans véritable accroc. L'État, le privé, les particuliers, toutes les sphères de la société ont été séduites par leur approche. Selon les auteurs, ce succès est en grande partie dû à sa compatibilité avec le néolibéralisme. Mais qu'est-ce que nos deux chercheurs entendent par néolibéralisme ? Ce qui est intéressant pour moi, c'est que le néolibéralisme, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas essentiellement ni d'abord une théorie économique. C'est une anthropologie, comme on le voit. C'est une théorie de l'espèce humaine, une conception de l'espèce humaine. C'est une anthropologie, et c'est une anthropologie qui s'inscrit dans une conception de la vie, dans une conception de l'évolution, dans une conception du sens même de la vie, d'où son pouvoir de séduction, à mon avis, et d'attraction sur les mentalités contemporaines. Pourquoi ? Parce que le néolibéralisme, contrairement à ce qu'on dit très souvent, nous offre un récit. Il nous donne un sens. Il donne un sens à l'histoire et il donne même un sens à la vie et à l'évolution. Et cela vient évidemment combler un vide dans le double contexte qu'il faut rappeler de la mort de Dieu, ce que Nietzsche a appelé la mort de Dieu, c'est-à-dire une temporalité qui n'est plus structurée par la religion chrétienne, qui donnait quand même un horizon eschatologique, la résurrection notamment, et puis la crise des espérances révolutionnaires de type socialiste, marxiste, etc. Donc, dans un contexte où on ne sait plus où on va, le néolibéralisme nous dit où il faut aller. Il nous donne le cap. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il a autant de puissance sur nous-mêmes, sur nos esprits. Vous l'aurez donc compris, le néolibéralisme, ce n'est pas qu'un simple courant de pensée issu des sciences économiques. C'est une véritable philosophie sociale. Cette philosophie est caractérisée par la volonté d'étendre la rationalité du marché à tous les secteurs d'activité, hôpitaux publics, transports, éducation, recherche, mais pas seulement. Il s'agit également d'étendre cette rationalité aux individus. Prenons par exemple le cas de l'hôpital public. L'imposition de normes managériales issues du secteur privé attaque directement la qualité des services offerts à la population. Une infirmière, par exemple, doit maintenant d'abord traiter un nombre prédéterminé de clients et non pas nécessairement fournir les soins adéquats aux patients sous sa responsabilité. Même si le terme néolibéralisme est souvent employé pour qualifier des politiques économiques, il est important de garder à l'esprit qu'il s'agit avant tout d'une philosophie sociale. On ne naît pas entrepreneur, on ne le devient pas du premier coup. Au fond, on est entrepreneur dès le début, mais on réussit parce qu'on a eu des échecs, parce qu'on s'en est relevé, parce qu'on a réinventé autre chose, parce qu'on a tenu. C'est pour ça que je dis toujours, en tant que ministre de l'économie, que j'adore les entrepreneurs, parce que ce sont des gens qui ne demandent jamais rien. Ce sont des plantes résilientes, parce qu'au fond, ils se sont habitués à se battre même. Cet extrait est génial. Il nous permet de comprendre qu'à travers la promotion de l'entrepreneuriat, ce n'est pas uniquement un dispositif économique qui est mis en avant, c'est le concept même de l'individu autonome, flexible et doté d'une grande résilience qui est promu. Revenons à notre interrogation initiale. Pourquoi les sciences du bonheur sont-elles si attractives ? Et quel est le lien avec le néolibéralisme défini plus haut ? Dans un premier temps, je pense qu'il est préférable de laisser la parole à Stéphane Boutet, consultant formateur en comportement managériaux. Aujourd'hui, on fait une corrélation évidente entre la performance et le bien-être. Quand les gens sont heureux, on peut arriver à développer 30% de productivité en plus. 30%. Quel est le process, quelle est l'organisation qui va pouvoir développer 30% de productivité aujourd'hui ? Vous l'aurez donc compris, ce qui a permis à la psychologie positive de séduire le monde des entreprises, c'est ces fameuses promesses relatives aux gains de productivité. Arrêter notre réflexion à ce stade peut gravement nous induire en erreur. Actuellement, tout laisse à penser que les scientifiques ont attendu le début des années 2000 et l'avènement de la psychologie positive pour établir scientifiquement un lien entre bien-être et performance des employés au travail. Du coup, on pourrait également penser qu'avant les années 2000, les entreprises ne cherchaient pas à augmenter la productivité de leurs employés en se préoccupant de leur bien-être. Ce qui est bien sûr complètement faux. Le psychologue Abraham Maslow va dès les années 50 avec sa théorie de la motivation contribuer à instaurer l'idée que les entreprises doivent prendre en compte les besoins fondamentaux de leurs employés. Comme vous pouvez le constater,
le besoin de sécurité est le deuxième plus important. Or, à cette époque, nous étions dans une ère dominée par ce que Boltanski et F. Capello appellent le second esprit du capitalisme. Je vais simplifier leurs propos à outrance. Mais c'est une ère où la notion de sécurité était particulièrement prégnante. À titre d'exemple, à cette époque, l'une des priorités au sein des grosses entreprises était d'offrir aux cadres la possibilité d'effectuer de longues carrières, au sein desquelles ils auraient l'opportunité de gravir les échelons. La place occupée par la notion de sécurité dans la pyramide de Maslow correspondait donc exactement aux exigences organisationnelles des entreprises de cette époque. Au début des années 2000, cette notion de sécurité n'est plus autant à la mode. Nous étions, et sommes toujours d'ailleurs, dans une ère dominée par ce que Luc Boltanski et F. Capello nomment le troisième esprit du capitalisme. Cette ère est caractérisée par une très grande importance accordée à la responsabilité personnelle. Ce qui est dorénavant valorisé dans une entreprise, c'est la capacité des agents à faire preuve de toujours plus de flexibilité, d'autonomie et de créativité. Le patron, Miguel Jiménez, René Bocquier, 29 ans d'entreprise, syndicaliste chez Sud, et Fabrice Herbretot, CFE-CGC. Pourtant, après 1 an et demi de négociations, ils viennent de signer un accord sur un sujet tabou, la flexibilité. Le modèle de Maslow n'est donc plus en phase avec les nouvelles attentes des entreprises. En effet, c'est un modèle qui met en avant l'importance du besoin de sécurité. Comment faire alors pour pousser les individus à être plus productifs, sans pour autant augmenter le pourcentage des personnes en CDI, augmenter les salaires ou donner des droits de vote supplémentaires aux salariés? Fort heureusement, les psychologues du bonheur ont la solution. Rendre les salariés heureux. Comme dans les années 50 au final, me direz-vous. Pas vraiment. Cette fois-ci, le bonheur n'est pas entendu comme la simple résultante de la satisfaction des besoins fondamentaux, mais comme la résultante d'une psyché adéquate. Le bonheur nouvelle formule est un bonheur dopé à l'estime de soi et à la résilience. Les psychologues du bonheur vont démontrer que c'est le fait d'être heureux qui rend productif, et non l'inverse. Ed Diner, professeur de psychologie à l'université de Utah, explique que si toutes ces découvertes sont littéralement captivantes, c'est parce qu'elles excluent la possibilité que le bonheur soit la conséquence directe de la satisfaction ressentie sur le lieu de travail. Ils vont également démontrer que le bonheur est avant tout une affaire de psyché, ou d'état d'esprit pour simplifier. Les psychologues du bonheur vont en quelque sorte inverser la hiérarchie des besoins présentés par Maslow. Les besoins présents en bas de la pyramide renversée vont passer au premier plan. On favorisera le besoin d'accomplissement de soi en donnant plus d'autonomie aux employés. Cette évolution se fera au détriment des besoins anciennement prioritaires, tels que le besoin de sécurité. On prendra par exemple soin de diminuer le nombre d'embauches en CDI. Partant de ce postulat, l'enjeu pour les entreprises sera d'identifier en amont les personnes qui possèdent les bons traits psychologiques, ceux permettant d'être heureux et donc performants au travail, ou de développer chez les individus les traits psychologiques censés favoriser un état d'esprit propice au bonheur. À cet égard, les apôtres de la psychologie positive vont encourager les individus à développer leur capital psychologique. Le capital psychologique fait référence à notre capacité à faire preuve de confiance en soi, de positive attitude, de persévérance et de capacité à se relever après un échec. Vous remarquerez également que les qualités qui viennent être mises en avant correspondent aux qualités de l'entrepreneur idéal décrit par Emmanuel Macron. On comprend dorénavant beaucoup mieux l'attrait des entreprises pour les sciences du bonheur. Dans un monde où les entreprises et les agents font face à toujours plus d'insécurité, où les législations en droit du travail permettent de licencier les travailleurs de plus en plus facilement, la psychologie positive tombe à pic. Elle permet de justifier scientifiquement la priorité donnée au travail sur soi et à l'autocontrôle. D'après Christopher Peterson et Martin Seligman, tous ceux qui travaillent sérieusement le muscle de l'autocontrôle se montrent plus heureux, plus productifs et sont plus familiers du succès que les autres. Les auteurs n'ont rien contre la présence de tables de ping-pong ou de piscines à boules dans les entreprises. Ils mettent en lumière le fait que dans de très nombreux cas, le développement de l'autonomie chez les employés ne s'est pas traduit par une réelle amélioration des conditions de travail. Pour s'en convaincre, il suffit de se pencher sur les études concernant le monde du travail. Selon la dernière grande étude sur le travail, 25% des salariés vont au boulot avec la boule au ventre. 36% affirment avoir déjà fait un burn-out. 43% ressentent des douleurs à cause de leur métier. Le travail, c'est pas toujours la santé.
La réunion que j'ai eue avec mon cadre, avec mon manager, qui m'a précisé que j'étais plus compétent dans le service. Donc si vous n'êtes plus compétent, vous n'êtes plus bon à rien. Si vous n'êtes plus bon à rien, vous n'existez plus. Si vous n'existez plus, il faut se donner la mort. Pour de nombreux employés, cette autonomie n'est pas synonyme de liberté, mais d'autocontrôle. Autocontrôle qui pousse de nombreux salariés à intérioriser la responsabilité des échecs de l'entreprise. Dans la prochaine vidéo, nous sortirons du monde de l'entreprise et nous nous attacherons à disséquer ce fameux bonheur vendu comme objectivable, mesurable et surtout maximalisable.